Salut à tous et bienvenue pour le 209e numéro d'Hors-Jeu Capital, un numéro un peu spécial. On ne va pas débriefer de match parce qu'il n'a pas encore eu lieu. Par contre, une conférence de presse qui a lieu à 17h en direct du Parc des Princes pour la rencontre qui aura lieu demain à 21h au Parc des Princes, le match Paris Saint-Germain et Maccabi Haïfa. Pour m'accompagner ce soir, il y avait deux camarades habituels. Tout d'abord, Nicolas Puravo qui n'était pas là lors du dernier live. Je suis là, hop. Et qui aura lieu, oui, je disais donc Nicolas Puravo qui n'était pas là et qui est là ce soir pour le plaisir de tout le monde. Il y a eu beaucoup de réclamations, Nico. Salut Nico, comment ça va? Salut Mousse, bonjour tout le monde, ça va. J'étais pas là, j'étais là en même temps parce que je vous suivais dans le train. Je discutais un petit peu avec certains fidèles et tout, et on a mis quelques petits commentaires, c'était marrant, mais effectivement, je n'étais pas là. Oui, d'ailleurs, on t'a fait un petit coucou, c'est vrai. Yacine avait signalé ta présence. J'ai pas entendu, j'avais pas le son, mais bon, c'est pas grave, on va mettre une petite pancarte la prochaine fois. Nico, on te voit. Bon, je préfère m'excuser par avance, il y aura peut-être des soucis de connexion. C'est vrai que Nico et moi, la connexion, parfois, ça a tendance à bugger, mais bon, rassurez-vous, Yacine a une très bonne connexion, donc le temps qu'on revienne, il meublera pour nous. Et d'ailleurs, ça me permet de présenter évidemment coach Yacine Amned. Salut Yass, comment ça va? Salut à tous, ça va bien, merci. Il a encore disparu, Nicolas. Il va revenir. Tout le monde m'entend bien? Dites-moi si vous m'entendez. Hein. Voilà, on est tous là. Très bien, très bien. On salue tous les gens qui sont sur le chat. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ils sont 85 là, c'est pas mal. 85, salut à tous. Apparemment, il y a des gens qui veulent connaître le salaire de Nicolas. Alors, je ne sais pas s'il va le donner. Non, ça sort en exclusivité demain dans le Parisien. Il y a également des gens qui parlent d'une vente aux enchères en live de montres. Donc là, je ne sais plus, je suis perdu. Mais je crois que c'est encore Nicolas. Ça va trop loin, là. Bon, en tout cas, vous êtes pas mal, je crois. On est à peu près, on est 90, ça augmente, c'est très très bien. Salut à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment, vous allez commenter. Alors c'est vrai que la dernière fois, il faut nous laisser le temps. Hein, on n'a pas l'habitude de faire des lives, donc évidemment, on n'a pas assez lu vos commentaires ou vos questions. J'ai le téléphone sous les yeux et évidemment, au fur et à mesure du live, je prendrai quelques commentaires, quelques questions. Donc, n'hésitez pas, les amis. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, tant que la connexion est là, Nico. On va parler de la conférence de presse de Christophe Galtier, je le disais. Il y a eu une première question pour Christophe Galtier et elle concerne notre ami Fabien Ruiz, le milieu de terrain. Alors, la question s'afficher avec la réponse et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, très bien. Alors, la première question, c'était Fabien Ruiz monte en puissance. Comment a-t-il travaillé pour revenir au niveau? Alors oui, il a eu une préparation d'avant-saison compliquée. Alors, on rappelle qu'il est arrivé vraiment en fin de mercato. En étant à l'écart, en attendant son transfert, il était à court. Pardonnez-moi, hop, je vous ai dit avec quelques petits soucis, pardon. Il fallait un temps d'adaptation étant donné qu'il est arrivé très tard dans le mercato. C'est un joueur qui était identifié depuis longtemps. Il a bien travaillé, arrivant très tôt et repartant très tard pour rattraper le temps perdu. D'ailleurs, il avait parlé sur le joueur Christophe Galtier, Nico. Il avait dit qu'il l'avait repéré le soir où Naples était venu au PSG. Je crois que le score c'était 1-1 avec l'égalisation de Di Maria. Et c'est là qu'il avait repéré le joueur. Nico, sur Fabien Ruiz, tu n'étais pas là lors du dernier live, mais tu avais apprécié sa rencontre face à Ajaccio. Sur la réponse de Christophe Galtier, elle est assez classique. Mais dis-nous, toi, ce que tu penses du joueur, Nico, qu'on t'a pas eu face à Ajaccio. Ça avait fait 2-2, je crois, au Parc. 2-2, pardon, ouais, exact. 2-2 avec l'égalisation de Di Maria en fin de match. Écoute, il a confirmé un petit peu ce qu'on avait vu de Fabien Ruiz et de sa montée en puissance. Il est revenu sur son arrivée à Paris et c'est vrai qu'avec une arrivée aussi tardive, on a tendance à être un petit peu exigeant sur des joueurs alors qu'il y a quand même pas mal de choses à digérer. L'arrivée dans un nouveau pays, nouveau championnat, nouveau club. On a même vu avec Messi l'an dernier que c'était pas si facile que ça, même pour le meilleur joueur du monde. Donc Fabien Ruiz, ils ont été patients avec lui, c'est ce qu'a expliqué Galtier aujourd'hui. Et effectivement, on voit aujourd'hui depuis 2-3 matchs qu'il y a une vraie montée en puissance. Alors ça coïncide avec le changement de système.
On en reparlera, je pense, d'ailleurs un peu plus loin, parce que cette question a été posée aux joueurs. Mais en tout cas, ouais, c'est un joueur qui a été bien géré, je trouve, dans son adaptation au club et qui commence à prendre une place importante. Alors, Vitinha avait très rapidement pris ses marques et s'était imposé tout de suite comme un titulaire en puissance. Et j'ai l'impression aujourd'hui que Fabian Ruiz suit le même chemin et que le trio du milieu, si le PSG doit continuer dans ce schéma, il est tout trouvé et que ça va être difficile pour les Renato Sanchez ou même Danilo si Galtier décide de l'utiliser un peu plus haut. Ça va être difficile d'aller chercher ces trois-là dans les gros matchs parce qu'il y a une vraie qualité technique, il y a une vraie entente, je trouve aussi beaucoup de complémentarité et en tout cas, c'est un trio qu'on a envie de revoir très rapidement et donc ça, c'est plutôt bon signe. Il y a déjà quelques commentaires sur Fabien Ruiz. Alors, je vois pas très bien, c'est SC0H, je crois. Pardonne-moi si j'ai confondu ton pseudo. Fabien Ruiz, très. Alors, je reviens. Hop, pardonnez-moi, les amis, pour la connexion. Je suis vraiment désolé. Fabien Ruiz, il faut qu'il continue à frapper de loin, nous dit Redil Sauvage. Ruiz a dit prochaine interview en français. Oui, il est en train de prendre des cours de français apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors, en vrai, à part certains joueurs, vraiment très peu d'adaptation dure réellement entre 6 et 12 mois, nous dit SC0H. Voilà, je lirai quelques commentaires au fur et à mesure, bien sûr. Et j'ai vu un camarade à moi sur le live, Djibril, on en reparle après. Des mois et des mois que tu ne me calcules pas en fois. Ça, c'est un message personnel. Yacine, sur l'explication et sur Fabien Ruiz, l'explication de Galtier, Yass. Bon, je pense elle est tout à fait logique et effectivement, la gestion a été bonne. Après, il n'y avait pas beaucoup de choix parce qu'effectivement, si on se rappelle bien, Fabien Ruiz il signe juste avant le match de la Juve, le premier match des Champions, et que tu rentrais dans une période où il fallait prendre des points, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, et que Galtier était parti avec l'idée d'installer un 11 pour avoir le plus d'automatisme possible, des certitudes, et fonctionner comme ça jusqu'à le plus longtemps possible, entre guillemets. Et je pense que Fabien Ruiz, en plus de son jeu et de ce qu'on connaît, il a un autre avantage finalement dans la liste des milieux de terrain qu'il y a au PSG cette saison, c'est qu'il est gaucher et c'est le seul. Et donc ça va aussi apporter ça, on en a parlé la dernière fois, c'est-à-dire que faire jouer un gaucher à droite, ça permet de trouver le latéral sur son côté. Et ça amène aussi ce que Galtier a constaté, c'est-à-dire le manque de jeu sur les côtés. Et là, il l'a. Et on peut aussi intervertir Vitinha et Fabien Ruiz pour après trouver du jeu long, parce qu'il a aussi un jeu long qui est très performant. Donc, en fait, le fait qu'il soit gaucher, ça ajoute aux qualités qu'il a et au manque en fait, du PSG. Voilà, aujourd'hui, tu as un gaucher dans ce milieu de terrain, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, c'est très bien. Et je pense qu'il est en train de monter en puissance athlétique, évidemment, technique, mais je pense surtout dans sa relation aux autres, il prend confiance. Rappelez-vous, les premiers matchs, on avait dit qu'il était très scolaire. Le joueur, il ne voulait pas faire d'erreur, il jouait très simple. Alors, c'était presque neutre, tu vois, mais c'était d'être trop simple. On attend aussi des joueurs qui prennent des risques. Et là, au fur et à mesure, il y a un vrai déclic entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps de l'OM quand même. La première mi-temps, elle est bonne, mais elle n'est pas encore au niveau de ce qu'on a vu depuis. Et à partir de la deuxième mi-temps, il y a quand même un vrai changement dans sa façon de prendre des risques, dans sa façon de jouer vers l'avant, de trouver des transitions, mais aussi même, rappelez-vous, il y a un peu ce moment important avec sa percée contre Marseille, où il fait une course de 40 mètres, je crois. Et voilà, il est en train de prendre confiance et de s'épanouir dans ce 11-là, en plus, au moment du changement de système, en fait. C'est vrai que Nico, même sur le live, il y a des gens qui le comparent un peu à Thiago Motta. J'en discutais avec Yacine tout à l'heure avant qu'on prépare le live. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais c'est un joueur qui peut aussi être utilisé devant la défense. Je ne sais pas comment on va l'utiliser demain Galtier, parce qu'on rappelle que Marco Verratti est suspendu. On reparlera après du trio du milieu, sans doute Renato Sanchez avec Vitinha et Fabien Ruiz. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico, de l'idée de peut-être de le mettre devant la défense en remplacement de Marco Verratti? C'est pas son meilleur poste. Après, oui, il peut le faire. Il a une qualité technique, il a une bonne vision de jeu. Après, la comparaison avec Thiago Motta, c'est dans la gestuelle, je trouve que c'est vrai qu'il y a quelques comparaisons. Maintenant, dans un rôle pur de sentinelle, je crois que
il n'y a quand même pas photo. Voilà, c'est un très bon joueur, mais Thiago Motta, c'était une ou deux classes au-dessus malgré tout. Donc, je pense qu'il peut effectivement dépanner. Après, là où le débat va être intéressant et la réflexion pour Galtier va avoir lieu, c'est que, et je crois que c'est Yacine qui en parlait la dernière fois, c'est que le volume de jeu d'un Verratti, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de le mettre en relayeur plutôt qu'en sentinelle? Et à contrario, un Fabian Ruiz qui a moins de volume, est-ce que du coup tu peux pas plutôt le mettre en bas? Après Fabian Ruiz t'apporte une qualité de frappe que Verratti n'a pas. Moi j'aime bien aussi sa manière d'aller. On a perdu. Ah bah Nico, bah ça c'est la connexion versaillaise, Yacine, hein. C'est pas grave, on va le laisser revenir. Yass, bah, tu peux prendre le relais, hein. Nico parlait un peu du vol. Ah bah il est revenu, ça y est. Oui. Parce qu'il faut rappeler que pour la collection de Nicolas, il y a un mec qui pédale, un valet qui pédale dans la cave pour Nicolas, hein. C'est comme ça que ça se passe à Versailles. Alors c'est surtout que ça coûte 15 louis d'or pour la soirée, que j'ai donné que 10, donc j'aurai quelques coupures effectivement. Non, après, oui, comme je te disais, la frappe de Fabian Ruiz, c'est un plus pour ce PSG qui ne marque pas de but à part ces trois attaquants. Donc moi, je pense que Fabian Ruiz sera quand même plus intéressant là où on l'a vu contre Ajaccio. Et maintenant, c'est ce que je disais, on est coupé. On ne va pas non plus trop s'enflammer. On va le laisser continuer à monter en puissance. On va attendre de voir les prochains matchs. Et pour l'instant, voilà, juste rappeler que voilà, il a été très bon contre Ajaccio, mais ce n'était qu'Ajaccio. Donc on va voir demain en Ligue des Champions sur le même schéma déjà s'il est capable de reproduire ce genre de match. Et encore une fois, cette association, en tout cas, me donne moi très envie de les revoir ensemble. Alors, je réponds juste à une question qui me demande si la vidéo sera disponible sur YouTube juste après. Oui, comme tous les lives qu'on fera, évidemment, ça sera disponible quelques minutes après sur YouTube. Il y a beaucoup de vannes me concernant sur ma connexion. Merci les gars, c'est gentil, c'est sympa. Je regarde s'il y a des questions sur Fabian Ruiz. Mais il y a Iron Stick qui dit très bon résumé de Yacine. Qui parle de ce que tu viens de dire juste avant. Mais justement, Yacine, sur Fabian Ruiz en numéro 6, en remplacement de Verratti, est-ce que tu penses que c'est jouable en sachant que devant, il y aura forcément Vitinha et sans doute accompagné de Renato Sanchez? Mais en fait, c'est possible. Mais moi, je pense que. Alors, on va revenir après sur le système parce que Gatti en a parlé. Mais moi, j'aime bien aussi qu'il y ait des possibilités d'évolution de poste ou de rôle, même avec les trois mêmes joueurs. Parce que, en fait, ça t'amène des choses différentes. Je vais prendre l'exemple de Guardiola avec City. Bernardo Silva, des fois, il est dans les trois de milieu, des fois, il est plus haut, des fois, il est. Voilà. C'est intéressant d'avoir ces profils-là parce que, suivant la configuration du match, suivant l'adversaire, tu peux très bien te dire aujourd'hui, Ruiz, on va te mettre plus bas pour se servir de ta qualité de passe et d'avoir un Verratti plus haut parce que lui aussi, il sait trouver des passes dans des intervalles très compliqués du petit jeu quand il y a des défenses renforcées, par exemple. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'y limiter à dire, bon, voilà, le système, il est comme ça, Verratti en bas. Oui, Verratti en bas, aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure option. Mais le profil de Ruiz qui lui permet, parce qu'il l'a fait aussi à Naples, de jouer devant la défense, avec les deux mêmes autour de lui, c'est-à-dire Vitinha et Verratti, peuvent amener des options différentes pendant les matchs. Et moi, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans l'évolution du PSG, si elle doit arriver, c'est de se dire, avec ce même trio, je peux faire plein de choses. Et je peux animer mon équipe différemment. Et moi, je trouve que c'est vraiment là-dessus, parce que c'est bien les automatismes et tout, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, tu deviens trop lisible. Et rappelez-vous ce qu'a dit Galtier après les 5-6 premiers matchs du PSG en 3, 4, 2, 1. On devient trop lisible. Voilà. Et ben, c'est aussi ce que cherche Guardiola parfois dans ce qu'il propose avec ses équipes, à savoir être un peu moins prévisible. On a déjà eu, par exemple, De Bruyne en faux neuf. Et puis après, De Bruyne un peu plus bas dans les trois du milieu. Bernardo Silva, la même chose. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est tu as des certitudes, mais tu sais que ces joueurs-là peuvent t'offrir autre chose tactiquement. Et je crois que c'est vraiment ça le plus. Parce que, par exemple, quand il y avait Paredes en 6, on savait très bien que Paredes, tu ne pouvais pas le mettre plus haut. Parce que rapidement, dans la densité, c'était trop compliqué pour lui. Là, tu peux changer. Et même en cours de match, si demain, s'il y a une action qui oblige Verratti, le jeu l'appelle et que Verratti sort de là, eh ben on sait que Ruiz peut prendre cette place-là, le temps de l'action, pour réorganiser l'équipe. Donc, c'est très bien qu'il y ait des profils capables de faire plusieurs choses. Je suis tout seul.
Non, je suis là, moi. Ok, ouais, t'es là. C'est Mousse qu'on a encore perdu. Ouais, ouais. Mais voilà, je pense aussi que il l'a dit, Galtier, hein, le changement de système, c'était une réflexion qui était menée depuis plusieurs semaines, que les absences ont fait que c'était peut-être le moment, hein, notamment il manquait Ramos. Mais en plus, je pense que le profil de Ruiz lui permettait de se dire je peux jouer à 3 au milieu. Parce que finalement, c'était qui l'autre milieu? C'était Renato Sanchez, mais il était blessé. Et après, c'était les jeunes, enfin Zaïre Emery notamment, avec lequel il y a beaucoup d'espoir, mais tu n'as pas de réelle certitude non plus. Après, il y a Soler, mais Soler, c'est un joueur qui joue aussi un peu plus haut que Ruiz, qui est moins un 8, un peu plus un 10. Donc voilà, je pense que c'était le bon moment pour Galtier d'installer ce 4-3-1-2, on va dire, avec Fabien Ruiz. Après, tu sens quand même que la réflexion, elle est vraiment sur cet équilibre et cette assise défensive que ça offre à son équipe. Parce qu'à 3 ou à 4 derrière, quelque part, il sait très bien que le système offensif va toujours avoir des possibilités, mais tu sens quand même que la réflexion depuis un petit moment, c'était quand même voilà, d'arrêter d'exposer autant les 3 centraux. Et honnêtement, ce système à 4, même si on l'a pas beaucoup vu, et qu'il faut encore une fois relativiser parce que sur un match entier comme à Ajaccio, bon, ben voilà, il y a une qualité d'adversaire qu'il faut aussi prendre en compte, mais tu sens quand même les joueurs plus à l'aise, tu sens quand même un équilibre plus naturel en fait. Tu sens qu'il y a moins besoin de se poser de questions sur certains joueurs, tu as moins de compensation qui s'impose. Enfin, tu sens que c'est plus fluide en fait d'une manière générale. Et après, voilà, la vraie problématique sur ce système pour l'effectif à gérer, c'est que voilà, effectivement, tu vas avoir des choix à faire défensifs, mais avec la Coupe du Monde qui arrive, avec les blessures, avec les métiers de tiens intelligemment ces 3 centraux, il n'y a aucune raison de se prendre la tête sur ça. Même si derrière, tu rajoutes un 4e avec Skriniar cet hiver, voilà, c'est peut-être là aussi une problématique. Mais à court terme, en tout cas, j'ai vraiment le sens. Déjà, au moins jusqu'à la Coupe du Monde, je pense qu'on va finir sur ce système à 4. Il ne va pas reprendre le risque de rebasculer à 3 parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de le faire. Mais après, en tout cas, ce serait une vraie réflexion. Mais on l'avait dit aussi que dans les gros matchs, ce système à 3 derrière, ça paraissait complètement déséquilibré et très compliqué. Mais en fait, ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé non seulement sur l'équilibre, mais même, je trouve, sur la qualité de jeu, parce que c'est un système à 3 qui demande plus de courses et que c'est une équipe qui ne court pas beaucoup, le PSG. Donc voilà, ce système à 4, j'ai l'impression quand même que Galtier s'est bien tombé ses blessures et ses suspensions. Ça lui a permis de basculer à 4 sans trop se poser de problème sur les choix. Et maintenant, avant de revoir un système à 3, je pense qu'il va se passer pas mal de temps. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a une question, Mousse, sur Zaïre Emery, justement. Il y a Lardonfried qui nous dit pourquoi Zaïre Emery ne serait pas titulaire. En fait, le problème, c'est que je pense que tout le monde a compris maintenant, quand Galtier fait ses confs de presse, les analyses de match, ce qu'il explique, qu'il a besoin de prendre le maximum de points avant la Coupe du Monde parce qu'on ne sait pas dans quel état les joueurs vont revenir et qu'aujourd'hui, ces certitudes, elles sont sur les joueurs confirmés et que les jeunes auront du temps de jeu comme à Ajaccio, alors très peu à Ajaccio, quand les matchs seront pliés. Voilà, et c'est comme ça qu'ils vont s'aguerrir dans cette première partie de saison, bien sûr, parce que après le retour de la Coupe du Monde, on verra ce qui se passera. Donc c'est pour ça aussi que quand on dit Zaïre Emery ne sera pas titulaire, c'est parce que Galtier fait bien sentir que ce n'est pas le moment en fait de prendre des risques là-dessus. Là, on est dans une période où il faut prendre les points. Il reste 4 matchs. Enfin, il reste 5 matchs, 3 Ligue 1 et 2 Ligue des Champions. Il faut faire le plein avant la Coupe du Monde et après, on verra. Ça marche. Désolé pour la petite absence. Donc, du coup, j'ai suivi vos conseils, les amis. J'ai fait un partage de connexion. J'espère qu'il n'y aura plus de coupures. Juste avant que je ne disparaisse, comme quelqu'un l'a dit, il m'a appelé David Copperfield. C'est un peu ça. Juste avant que je disparaisse, je voulais vous faire réagir parce que j'ai mon ami Djibril le traître, on se rappelle après, amigo, qui posait la question de savoir Vitinha frappait beaucoup au but. Jusqu'à ce qu'un jour, je crois que c'était Mbappé qui avait pas apprécié qu'il frappe alors qu'il aurait dû lui passer entre. Désolé les amis, je suis là. Et je disais donc, la question c'était est-ce que Fabien Ruiz aussi, on le voit tenter pas mal de frappes. Est-ce que ça ne va pas l'inhiber si à la prochaine soufflante d'Mbappé ou de Neymar ou de Messi, bien sûr?
Alors, Vitinha, rapidement, c'était pas sur une frappe, c'était sur une ouverture qu'il n'avait pas faite Voilà, à Mbappé. C'est Mukele, l'histoire de la frappe. En fait, après, ça dépendra toujours du caractère du joueur. Il y a des joueurs qui vont tenter leur chance et à qui on va faire des remarques et qui vont se dire, moi, si le jeu il demande de tenter ma chance, je tenterai ma chance. Il y a des joueurs qui ont un peu moins de caractère et qui se disent, bon, ben voilà, si Mbappé, si Neymar, si quelqu'un me fait une remarque, bah ouais, ça va m'inhiber, la prochaine fois, je les chercherai. Ça dépend que du joueur. Et ça, on n'a pas la réponse parce que Fabian Ruiz, à Naples, il a joué avec des très bons joueurs et tout, mais il n'a jamais joué avec des joueurs au statut de Neymar ou Mbappé ou Messi. Donc, on aura la réponse dans les futures semaines. J'espère, en tout cas, moi, que même s'il prenait une soufflante demain après avoir tenté une frappe, que ça ne le bloquerait pas et qu'il continuerait à jouer. Si le jeu demande une frappe, et ben, qu'il frappe et puis c'est tout. D'ailleurs, Yacine, tu me confirmes, avant qu'il ne signe au PSG, la dernière saison à Naples, il jouait avec qui? Avec Zambo Anguissa, un Ouais. profil plus défensif, récupérateur. Et le troisième, je ne sais plus qui c'était. Mais ça dépend en fait, mais parce que Naples a aussi beaucoup changé, a évolué dans plusieurs systèmes. Euh, mais je pense surtout qu'il avait effectivement Zambo Anguissa à côté de lui, qui lui permettait de se libérer. Et l'année dernière, je crois que c'est l'année où il marque le plus de frappes de loin. Parce que justement, il pouvait y aller, il pouvait se projeter parce qu'il était protégé. Donc c'est aussi intéressant dans ce que n'a pas le PSG parce que contre des défenses regroupées, la frappe de loin, elle ne sert pas seulement à marquer. Elle sert aussi en fait à obliger l'équipe adverse à sortir de sa surface. Quand vous voyez un joueur qui est capable de frapper à 20-25 mètres, au lieu de reculer, de vous dire, de toute façon, ils vont se faire des passes jusque dans les 6 mètres, en fait, vous vous dites, non, là, il est capable de frapper et de marquer, donc il faut sortir. Et c'est l'arme de la frappe de loin, ce n'est pas tout le temps pour marquer, c'est aussi pour obliger l'adversaire à faire quelque chose. Du coup, on a Steph Berrado qui dit Ruiz va apporter sa frappe de balle. Mirko l'avait dit, c'est vrai, en début de saison, quand on parlait de Ruiz. Et donc, à Naples, il marquait de loin tout ce qu'on n'a pas. Idem Vitinha, ça va apporter de la variété. Voilà ce que nous dit le camarade Steph Berrado. Je suis désolé, je ne vois pas très très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur la première question, Yass. Si je peux avoir la deuxième réponse, et ça concernait Neymar et justement la façon dont Galtier va l'utiliser demain. Voilà, vous récupérez Neymar pour cette rencontre avec le changement de système. Attendez-vous autre chose de lui? Alors Galtier dit, on a changé de système sur les 2 derniers matchs à cause des absences, mais aussi parce que c'était une réflexion. On voulait être plus dangereux et récupérer le ballon plus haut. Quel que soit le système, il faut toujours beaucoup courir. Demain, on aura besoin des efforts de tous, peu importe le système. Je ne sais pas si tu as entendu, Nico, enfin, tu vois la réponse de Galtier. Et en fait, la question, c'était sur Neymar et la façon d'utiliser dans le système le 4-4-2 ou le 4-3-3, appelez-le comme vous voulez. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico? Je pense que ça ne changera pas grand-chose parce qu'il y a une vraie liberté qui est laissée aux attaquants et c'est ce qui est intéressant également avec ces trois-là. Sur le papier du système A4, c'est vrai qu'il est vraiment dans un rôle juste derrière les deux devant et ça lui donne effectivement un rôle un petit peu de numéro 10 tout en libérant l'espace à gauche pour Mbappé. Maintenant, on le voit qu'ils sont quand même ils sont tous les trois très remuants, ça permute beaucoup et donc oui, sur le papier, effectivement, c'est un poste qui est très attractif pour lui. Mais dans les faits, je pense qu'on va continuer à voir des joueurs qui dézonent énormément. On verra Neymar très haut également. On verra Messi qui va beaucoup décrocher comme il l'a fait à Ajaccio. Donc, je ne pense pas que ce soit encore une fois une vraie histoire de système avec les trois devant, mais plutôt une animation globale et surtout leur laisser beaucoup de liberté. C'est ce qui marche depuis le début de la saison. Il n'y a vraiment aucune raison aujourd'hui de les emprisonner sur une partie de terrain ou sur un poste fixe. Merci Nico. Yacine, sur le rôle de Neymar, si demain ça joue en 4-4-2, en 4-3-3, Neymar c'est quoi? C'est plutôt derrière Messi et Mbappé ou c'est plutôt Messi qui sera derrière Neymar et Mbappé, selon toi? Non, c'est Neymar parce que, en fait, l'avantage de Neymar, c'est encore ce qu'on a répété souvent, c'est qu'il participe aux tâches défensives et qu'il est capable de se replacer pour être un quatrième milieu sur les transitions ou sur les phases défensives. Donc c'est lui au départ qui sera derrière Messi et Mbappé. Mais après, comme l'a dit Nico, avec le ballon, ce sera un peu changeant. C'est-à-dire qu'on l'a vu cette saison. Neymar, il est capable aussi de prendre appui sur Messi qui décroche et prendre de la profondeur. Il peut se servir des appels d'Mbappé. Donc,
En fait, c'est plus défensivement. Enfin, au départ des actions, Neymar, c'est le plus en retrait des trois. Mais après, le jeu, il peut se passer plein de choses. Parce qu'en plus, avec la qualité technique des trois qui sont derrière eux, des trois milieux, ça va leur permettre de moins décrocher, justement. Rappelez-vous, au début de la saison, pourquoi Neymar et Messi venaient aussi beaucoup décrocher? Parce qu'il n'y avait que Vitinha et Verratti à l'organisation. Donc, il manquait un joueur pour faire des relais. Là, tu en as trois et trois qui savent jouer au ballon. Donc, on va pouvoir les trouver encore plus haut. Et ça, c'est intéressant. Plutôt que de faire des courses de 50 mètres, après, ils n'auront que des courses de 30 mètres à faire. Donc, tout ça, voilà. Maintenant, pour le positionnement de Neymar, moi, je pense que ça ne changera rien parce qu'à partir du moment où Neymar fait les efforts depuis le début de saison, de toute façon, je pense que ce que dit Galtier là, on aura besoin des efforts de tous. Il n'a pas voulu insister sur Neymar sur la question. Mais on a bien compris dans son message qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à demander de plus à Neymar, à part le fait qu'il est plus axial au départ des actions. Mais il fait le travail, donc ça ne va pas changer fondamentalement ce qu'on va lui demander. Du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes sur le live qui remarquent que Neymar, en tout cas sur les phases défensives, c'est le meilleur des trois. Et que depuis le début de saison, effectivement, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. En tout cas sur la participation défensive par rapport aux deux autres. Et ça sera aussi à surveiller demain le comportement d'Mbappé et de Messi. Parce qu'on se rappelle, messieurs, quand même que si je peux avoir la réponse justement sur l'adversaire, sur le Maccabi Haïfa, c'est vrai qu'ils nous ont bousculé un petit peu lorsqu'on a joué à l'extérieur, messieurs. Alors, je crois, Yacine, tu me confirmeras que chez eux, ils avaient joué dans un système un peu similaire au nôtre. On a l'impression que c'est un club qui s'adapte aussi à l'adversaire. Et ils ont utilisé un autre système quand ils ont battu la Juve. Je crois qu'ils étaient en 4-4-2 et en 3-5-2, un peu comme nous là-bas en Israël. Yes. Oui, parce que en fait, c'est aussi le truc des équipes un peu plus faibles dans chaque groupe. Elles s'adaptent. Ils ne changent pas fondamentalement ce qu'ils ont envie de faire parce que c'est une équipe qui est beaucoup dans la transition. Mais ils s'adaptent au système parce que tu dois être plus. Tu dois te calquer parce que quand tu as des limites individuelles par rapport à l'adversaire, il faut que tu trouves des moyens de combattre. Et combattre, c'est en fait de calquer ton système pour avoir en fait les mêmes joueurs dans les mêmes zones ou le même nombre de joueurs dans les mêmes zones. Et rappelez-vous, contre le match aller, tu as 5 premières minutes où Paris peut très vite mener. Et puis après, tu as 20 minutes où Paris se fait bouger, notamment dans l'intensité, etc., dans le combat, jusqu'à l'égalisation. Et puis après, le rapport de force, il s'inverse malgré tout, parce que techniquement, tu es capable de reprendre la maîtrise du jeu, parce que tu les fais courir. Et là, après, il n'y a plus de question de système. Mais oui, Haïfa est capable de changer de système pour s'adapter, pour être le moins en difficulté en fait, dans les zones de jeu. Faudra voir ce qu'ils veulent faire demain. Maintenant, Haïfa, ils jouent aussi... malgré tout, ils peuvent encore espérer aller chercher une place en Europa League. Hein, donc, tu sais, après, tout est possible. Donc, ils vont pas venir comme ça demain, comme certaines équipes qu'on a déjà vues venir prendre des roustes un peu dans les derniers matchs de poule de Ligue des Champions. Il y a Hermoseus qui nous dit ce que je redoute le plus, c'est le côté gauche. Mbappé n'a pas le même apport défensif que Ney et Bernat. Il se fait boire à chaque accélération. Bon, ça, j'ai un peu de doute quand même que Mbappé se fasse boire. Je ne sais pas si tu as le souvenir, Nico. Non, ce qui veut dire, je pense, c'est plus il laisse partir le joueur. Il fait pas vraiment l'accélération pour suivre le joueur. Je pense que c'est plus ça qu'il veut dire. Ouais. Je ne sais pas si on peut avoir la déclaration de Galtier sur l'adversaire, la réponse qu'il a fait sur le Maccabi Haïfa. Si on peut l'afficher à l'écran, comme ça je vais la lire et puis Nicolas il pourra réagir dessus. On va attendre que ça arrive. Nicolas, sur l'adversaire, parce qu'on parlait de ça, Yacine le disait, voilà. Alors, en fait, c'est une question d'un journaliste israélien qui demandait si Galtier connaissait cette équipe du Maccabi Haïfa et comment est-ce qu'elle a travaillé dessus. Donc, il répond dès la connaissance du tirage au sort, on a beaucoup travaillé sur les adversaires, dont le Maccabi Haïfa, que l'on voit rarement jouer. Nous n'avons pas été surpris par cette équipe. Elle est très bien organisée avec un jeu vif, alerte, des joueurs très techniques et un entraîneur qui prône un jeu très intense, très offensif. Ce n'est pas un hasard que nous avons été bousculés au match aller dans une certaine organisation.
On a vu par la suite toutes leurs qualités. Sur l'analyse que nous avons faite, il y a des joueurs très dangereux comme Chéri, qui est un joueur très fort techniquement. Et l'excentré droit, c'est Adzili, joueur percutant et très adroit devant le but. C'est vrai qu'Adzili et Chéri, on les avait beaucoup vus au match aller, Nico. Et ce qu'on disait avec Yacine, c'est une équipe, le Maccabi Haifa, qui s'adapte à l'adversaire. Demain, sans doute, Nico, le PSG va changer de système et jouera effectivement avec une défense à 4 et un milieu à 3. Comment tu vois les choses? Est-ce que ce sera un match différent pour toi, Nico? Ouais, on parle du Maccabi Haïfa, quoi. Il faut un moment où. Alors, ouais, le Maccabi Haïfa qui nous a donné du fil à retordre et qui a battu la Juve, Nico. Ouais. Ils ont battu une équipe de la Juve qui joue avec un respirateur artificiel dans les poumons pour chaque joueur. Donc, non, on va se calmer sur l'adversaire. C'est un match de Ligue des Champions, il faut faire attention, on est tous d'accord. Maintenant, le PSG doit absolument pas s'inquiéter de l'adversaire sur un match comme ça. Quand tu es le Paris Saint-Germain, tu dois exploser cette équipe. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une petite équipe sympathique. Effectivement, ça joue bien au ballon. Le match aller, ils ont joué un match de Coupe de France, ils ont tout donné. Sauf que je vous rappelle qu'au bout d'effectivement de 5 minutes, s'il y a 2-0, le match là, c'est déjà plié. Donc voilà, c'est. Tu vois, quand City affronte des équipes comme ça, on ne se pose même pas de questions. Comment est-ce que City va jouer? Est-ce qu'ils vont s'adapter? Tu peux pas, tu dois pas prendre de haut n'importe quel adversaire, mais tu dois pas non plus en faire trop, quoi. Voilà, c'est le Maccabi Haïfa, c'est au parc, tu joues ta qualification à la première place. Et puis voilà, merci d'être venu, bonne visite sur les champs demain et au revoir. Il y a Samzou 936, je crois, qui dit le match aller, c'était un match de Coupe de France pour le Maccabi. Ils ont tout donné en première, ce sera différent demain. C'est vrai qu'Yacine, ils avaient quand même beaucoup donné avant de souffrir peut-être un peu en deuxième mi-temps. Et comme tu l'as dit, il y a aussi une reprise en main, une maîtrise technique des joueurs parisiens. Il y aura aussi ce facteur-là demain. Il y aura aussi la fatigue. Et il y a un autre commentaire qui parlait aussi peut-être du trio offensif demain qui ferait peut-être un peu moins d'efforts parce qu'on s'approche petit à petit de la Coupe du Monde. Et peut-être aussi que les joueurs n'ont pas trop envie de se faire mal, surtout face à une équipe qui est largement inférieure, Yacine. Ouais, après, il faut aussi rappeler que Haïfa, dans son stade, il y avait une ambiance chaude et que les joueurs, ils étaient un peu surmotivés au début du match. Donc, il y a aussi ça te pousse. Là, demain, voilà, ils vont arriver au parc, ils ne sont pas chez eux. Donc, déjà, ça change aussi, malgré tout, l'environnement. C'est important pour ce genre d'équipe quand tu es poussé par ton stade, notamment en début de rencontre. Oui, mais pour le reste, le truc, c'est que je pense que vraiment, demain, ça peut se jouer pour moi sur l'efficacité. Ça veut dire que Paris peut se rendre le match facile. Attends, Yacine, Hein justement, j'ai Djibril qui nous dit, parce qu'il nous avait fait un truc sur l'efficacité. Il faut que je remonte le message, je ne l'ai pas vu. Je l'ai perdu, mais en gros, il disait que la clé du match demain, ça serait vraiment l'efficacité devant les buts. C'est ce qu'on parlait déjà face à Ajaccio, Yacine. Si tu as beaucoup d'occasions et tu as l'efficacité qui va avec, il y a peut-être moyen justement de faire pas mal de changements en seconde mi-temps, plier le match et éviter justement que les joueurs s'économisent sur le terrain et ne pensent pas uniquement à ne pas se blesser pour la Coupe du Monde. Oui, il y a aussi le fait de rendre le match tranquille plutôt que de laisser de l'espoir à l'adversaire. Et c'est vrai que sur les derniers matchs, Paris aurait pu tuer les matchs très vite, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a un manque d'efficacité depuis quelques semaines. On parlait du match aller, mais à Ajaccio, c'est pareil. À Ajaccio, à la 60e, il doit y avoir 4-0, le match il est terminé. Et même sans parler de changement, tu sais que tu es dans la gestion et que voilà, tu ne donnes pas d'espoir à l'adversaire. Et demain, je pense que c'est une des clés parce que Paris aura des occasions très vite. Ces derniers temps, il y a eu quand même des débuts de match qui étaient très intéressants, notamment par exemple face à l'OM. Pendant 10 minutes, il y a eu des occasions, il y a 3 occasions en moins de 12 minutes contre l'OM. C'est là-dessus que tu dois faire mal à l'adversaire. Il faut lui montrer tout de suite que ce temps fort-là, tu vas le payer et que le match, il est déjà terminé pratiquement. Donc, ça se jouera là-dessus. Pour les efforts, moi, j'ai pas de... Sur Neymar, je redis, demain, il fera les efforts. Et c'est intéressant ce qu'a dit Galtier aussi en conférence de presse là-dessus, parce que, et il a raison, plus vous pensez à la blessure et plus vous allez vous blesser. Et ça, ce n'est pas une question de superstition. En fait, c'est une question d'attitude. Parce que quand vous pensez à la blessure, quand il y a un ballon entre deux, par exemple, vous ne mettez pas le pied vraiment, parce que vous dites, ah tiens, je vais me blesser. Mais finalement, en ne mettant pas le pied vraiment, vous avez le pied moins solide, on va dire. Et c'est à ce moment-là
où vous êtes un peu en retard parce que vous dites ah, j'y vais pas, j'y vais pas. Hop, vous êtes un peu en retard. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous prenez des coups, que la semelle de l'adversaire a fini sur votre cheville. Parce que c'est aussi ça le foot. Et parfois, quand, pareil, musculairement, quand vous vous dites je vais pas faire cette accélération parce que je vais me claquer. En fait, il faut savoir que les blessures musculaires, elles sont dues à la fatigue, elles sont dues aussi à la nervosité. Et cette nervosité, c'est le stress engendré par la blessure. Vous vous dites, non, il ne faut pas, dans 3 semaines, il y a la Coupe du Monde. En fait, il faut jouer. Et après, j'ai envie de dire, il arrivera ce qu'il arrivera. C'est presque le destin, quoi. Si vous devez vous blesser à une semaine de la Coupe du Monde, c'est que c'est écrit, c'est comme ça. Mais plus vous le calculez, et plus vous avez de chances de vous blesser. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Galtier l'a rappelé. Et il a rappelé aussi que, bah oui, effectivement, si les matchs sont pliés, ça peut lui permettre à lui de. Il a dit, hein, sa priorité, c'est le PSG. Je ne ferai pas des changements pour faire plaisir aux équipes nationales, etc. Par contre, oui, effectivement, si je peux aussi aider les joueurs à être prêts pour la Coupe du Monde, je le ferai avec plaisir. Mais sous-entendu, quand les matchs seront pliés, la priorité, c'est le PSG. Pas mal de commentaires sur cette équipe d'Haïfa. On a Matson qui nous dit le Maccabi, c'est typiquement le style d'équipe avec 2 visages distincts, un à domicile avec les faveurs du public et un à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui le pensent aussi, qui pensent que demain, ça sera un match beaucoup plus simple pour le PSG et qui devrait plier normalement le match assez facilement. Donc, beaucoup de gens qui rejoignent Nico sur ce point-là, Nico. Mais normalement, vite fait, normalement, ça doit ressembler au match contre Basak Seir, contre l'Étoile Rouge, où tu finis à 5, 6 et voilà, tout le monde est content. Tu as vu des buts, tu as vu un peu de football et le match, il est plié. Et voilà, c'est tout. C'est à ça que ça doit ressembler demain. Mais il y a un commentaire justement qui dit, alors c'est Nad Créa, je crois, c'est similaire à Basak Seir, fort à domicile, nul à l'extérieur. Voilà ce qu'il dit. Je ne suis pas sûr que c'est très très fort à domicile non plus. Je ne vais pas mettre tous mes amis turcs à dos quand même, mais bon. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y avait une autre question, il me semble, sur Mbappé, sur le système. Je ne sais pas si on peut avoir la réponse de Galtier. La question, en fait, c'était est-ce que finalement, voilà, avec ce changement de système, Mbappé a plus de liberté? Était-ce l'objectif, mais aussi de mettre le trio offensif dans les meilleures dispositions? Donc la réponse de Galtier, c'est ne pensez pas qu'on a abandonné le système à 3 centraux. C'est un avantage d'avoir 2 organisations. Ces derniers temps, le système a 3 coincés. J'avais cette réflexion de mieux utiliser les qualités de mes joueurs. Avec mon staff, on a eu une réflexion là-dessus. Ça amène aussi de la variété dans notre jeu, mais évidemment que l'utilisation du trio que tout entraîneur rêverait d'avoir, a été au cœur de la réflexion. Donc en gros, on lui demande si est-ce qu'il a finalement il n'a pas changé de système uniquement pour qu'Mbappé retrouve un peu son rôle préférentiel. On rappelle qu'il aime bien jouer à partir du côté gauche, rentrer dans l'axe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico? Sur le poste de sur le Nico, on l'a encore perdu. Hein. Je ne sais pas s'il nous entend. Sinon, on va commencer par Yass, tant qu'il revienne. Mais le positionnement, en fait, c'est mieux parce qu'en fait, à 2 attaquants, il est plus axial en pouvant rester plutôt axial gauche. Tu veux reprendre, Nico? Vas-y, Nico, vas-y. Non, mais de toute façon, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi un petit peu avec Neymar. Ce système-là, il te permet effectivement de mettre Mbappé un peu plus sur le côté gauche. Ça lui permet d'avoir plus d'espace pour ses courses et puis de repiquer au centre comme il aime bien le faire. Mais tu vas aussi le retrouver de temps en temps plein axe, comme tu vas de temps en temps avoir Messi. Enfin, c'est un système, moi, je trouve, qui n'est pas figé dans l'animation et c'est ça qui est intéressant. Après, c'est aux joueurs un petit peu de choisir comment ils veulent jouer, tu vois, c'est toujours la même chose. S'ils décident d'être comme un petit peu Ajaccio entre Messi et Mbappé, s'ils décident de jouer entre eux de manière intelligente, de faire les bonnes courses, de donner les bonnes solutions, tu vas avoir un petit peu partout des espaces, tu vas avoir des combinaisons. Mbappé, on va le retrouver logiquement un peu plus souvent sur le côté gauche, mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'il soit capable de temps en temps d'aller chercher dans l'axe pour libérer le côté gauche à Bernat ou à Neymar. Enfin voilà, tout ça c'est des animations, des automatismes à mettre en place entre tout ça. Ils sont assez intelligents dans leur déplacement pour le faire. Maintenant, il faut juste qu'ils le fassent. Voilà. On a déjà vu des matchs où les efforts n'étaient pas suffisants, où les courses sans ballon étaient vraiment pauvres. Dès qu'ils commencent à bouger, dès qu'ils commencent comme on a vu le but à Benfica, voilà, des actions comme ça, s'ils sont capables de reproduire ça plusieurs fois dans un match, ça va évidemment créer énormément de solutions, d'espace, et avec l'efficacité devant et le talent, ça doit déboucher sur des buts. Donc encore une fois, voilà, c'est un système qui n'est pas figé, moi je trouve, et
Et ce 4-3-3, j'ai peur qu'on commence à me dire, voilà, Mbappé, lié gauche, Messi attaquant central et Neymar. Enfin, toi, là, non, c'est pas comme ça, quoi. Moi, je vois vraiment un système avec énormément de liberté pour les 3 joueurs. Merci Nico. Alors, il semblerait qu'on ait un supporter marseillais qui nous casse un peu les oreilles sur le live. Pourquoi on ne parle pas de l'OM? Parce qu'on va parler. C'était la semaine dernière, l'OM, mon ami. Il fallait venir. D'ailleurs, on avait gagné et c'est pas mal, hein, les 3 défaites en Ligue 1 consécutives. Et tu parles de Tavares. Vous avez osé comparer Tavares à Nuno Mendes. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais je ne sais pas ce qu'il nous veut, ces petits Marseillais, mais c'est incroyable. Je vais pas commencer à parler des Marseillais, puisqu'on va. Qu'est-ce que je te dis? Les Marseillais, ils boycottent la Ligue 1 en ce moment. Donc, on espère les revoir le week-end prochain. C'est quelqu'un des nouvelles des Marseillais qui nous écrivent. Nous, on les trouve plus, quoi. Ils jouaient le titre, en tout cas, je vous rappelle. Il y a 3 semaines, ils jouaient le titre, les Marseillais. Ils sont 5e de Ligue 1 aujourd'hui. Ah ouais. Tout ça avec Rongier, Guendouzi et Nuno Tavares, le meilleur latéral gauche de Ligue 1, paraît-il. On s'est bien marré en tout cas. Merci les Marseillais, c'est toujours cool, c'est toujours sympa. Ouais, du coup, Yacine, tu pourras poursuivre sur Mbappé. Et autre chose, Yacine, hein, il s'est un peu contredit, l'ami Galtier, dans la conférence, parce que la dernière fois, il nous dit qu'il changeait de système, c'était parce qu'il avait fait une vraie réflexion, que ce n'était pas du tout par rapport aux absences des uns ou des autres. Et là, aujourd'hui, il nous dit, oui, c'est aussi pour les absences des uns et des autres. Tu vois, Yacine? Bah, bien sûr, évidemment que c'était par rapport aux Et on absences. parle de Ramos, Ramos, c'est la blessure de Danilo. Mais bien sûr, parce que malheureusement, il y a encore une fois cette histoire de statut et que toucher à ça, c'était compliqué. Donc ça lui a permis. Le point positif, en fait, c'est que quand tu changes de système comme ça à cause des absents et que ton système fonctionne, bah déjà, tu as un argument plus solide pour pouvoir continuer dessus. Donc là, c'est très bien. Maintenant, sur le positionnement, moi, je pense que de toute façon, le PSG a besoin de 2 choses. A besoin d'être moins lisible. Et moins lisible, ça passera aussi par des joueurs qui jouent les uns pour les autres, pour le collectif, d'aller chercher les couloirs, de pas forcément, tu vois. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps parce que les matchs s'enchaînent trop vite et que ça va trop vite. Mais j'avais 2-3 vidéos normalement à faire sur la minute tactique, sur les appels d'Mbappé qui vient des fois fermer justement le couloir. Et en fait, il faut s'adapter. Là, en étant repositionné plus axial avec un joueur plus proche de lui comme Messi, alors ce n'est pas le fameux pivot que tout le monde attendait, mais c'est un joueur plus proche à l'intérieur du jeu, ça doit lui permettre de faire des appels différents et d'être plus proche du but, voilà, d'être plus axial. Maintenant, ça dépend, de toute façon, comme d'habitude, ça dépend de la volonté du PSG, de ce qu'ils veulent faire d'un match. S'ils ont envie de courir et de respecter un peu le jeu, ça peut vite tourner à la démonstration. Si chacun a envie de marquer ses buts et de faire son cinéma, bah ouais, ça peut devenir un match galère que tu gagneras, mais que tu gagneras à la fin ou que tu gagneras un peu plus difficilement. Mais voilà, Yacine, c'est ça. Mais je pense que vraiment, moi, c'est une question d'attitude plus que de positionnement, parce que le positionnement, il est jamais. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans les matchs, de toute façon. Il n'y a plus de positionnement figé comme avant. Tu sais, le 4-3-3 de Giroud avec Kokar et Vairua sur les côtés bien collés à la ligne, il n'existe plus beaucoup. Tu remontes loin, Yacine. Hein. Ouais, mais c'était parce que c'était. Ah ouais, mais là, on était vraiment dans le vrai 4-3-3 avec 2 ailiers, etc. Tu vois, c'était du tableau noir. Donc voilà. Yacine, je t'annonce qu'on a perdu la moitié du live dès que tu as prononcé les noms de Vairua et Kokar. Mais une question justement sur Mbappé, Nico, je profite que tu as un peu de connexion, parce que tu as dû rajouter 1 ou 2 louis d'or et le mec a dû pédaler un peu plus vite. Il n'y a pas une question aussi de motivation, parce que Yacine parlait de la motivation des uns et des autres, et surtout d'Mbappé. Il n'y a pas aussi le fait qu'en fonction de l'adversaire, les mecs sont motivés ou pas. Là, on sait par exemple que c'est Haïfa et qu'une victoire, une toute petite victoire suffirait à qualifier le PSG. Ça, ajouté à ce qu'on disait juste avant, la crainte de la blessure, quand on voit encore que Varane s'est blessé le week-end dernier. Est-ce que c'est aussi une question de motivation, Nico, ou pour toi, ça ne veut absolument rien dire? Je parle de l'adversaire. Hein. Oui, mais bien sûr qu'il y a de la motivation. On l'a vu au match aller. Encore une fois, le match aller, la première demi-heure du PSG, c'était vraiment le déplacement des touristes, quoi. Donc, évidemment que la motivation, elle entre en compte. Après, il reste 2 matchs de Ligue des Champions avant la Coupe du Monde. Tu n'es pas encore assuré d'être premier malgré tout.
Si demain, tu n'es pas motivé à domicile contre une équipe à qui tu dois mettre une grosse rouste, bah, c'est ennuyeux. Je suis plus inquiet sur le match de ce week-end contre les 3 OCA, je ne sais plus, c'est 3 3 d'abord. C'est 3. Donc voilà, je pense qu'il y a des matchs de championnat où quand on va se rapprocher à une semaine ou deux de la Coupe du Monde, où là, pour le coup, ça va être vraiment de la grosse gestion. Mais non, demain, demain, voilà, c'est soirée de gala. Demain, même si c'est pas l'affiche de l'année en Ligue des Champions, tu es à domicile. Tu peux en plus, toi, pour le coup, Mbappé, qui regarde que ses stats, c'est un match où il est capable de marquer 2, 3 ou 4 buts si tout se passe bien. Donc, bien sûr qu'il sera motivé. J'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, on peut ajouter un truc sur le classement, parce que on rappelle que c'est le goal average particulier qui fait la différence, sauf qu'il y a eu 1-1 et 1-1. Donc ce sera le goal average général, et ce serait pas une mauvaise idée de coller une rouste à Haïfa, parce que si à un moment donné, tu es égalité avec Benfica à la fin pour être premier, demain tu t'en colles 6 ou 7, c'est ce qui peut te permettre d'être devant Benfica à la fin. Donc ça aussi, ça joue malgré tout, parce qu'on connaît l'importance d'être premier, pas dans le sens où tu vas recevoir une équipe mauvaise en huitième, parce que même les deuxièmes de poule, c'est des équipes solides, mais par contre, tu vas recevoir en retour. Et ça, c'est quand même important. Ah ouais, il y a autre chose que je voulais aborder avec toi, Yacine. Bon, on va attendre que Nico revienne, il pourra réagir là-dessus. Sur le système, sur le fameux 4-3-3 ou 4-4-2, comme vous voulez, il n'y a pas que Mbappé, par exemple, à qui ça fait plaisir, on va dire, ce schéma préférentiel. On a remarqué, déjà, il y a aussi pour Fabien Ruiz, parce qu'on l'avait déjà dit, il est plus à l'aise dans un système à 3 milieux. Et il y a aussi l'ami Marquinhos, Yacine, qui semblerait, depuis qu'on est repassé à 4, il est quand même beaucoup mieux. Évidemment, il y a plus de certitude, il connaît bien, il a plus l'habitude, même si ces derniers temps, il n'était pas toujours associé aux mêmes défenseurs. Et un coup, il y a eu Ramos, après, il y a eu Kimpembe, il y a eu Danilo, il y a eu Mukele ces derniers temps. Mais c'est vrai que ce système-là, on a l'impression que les joueurs, ils ont plutôt envie de rester là-dessus, Yass. Oui, alors ça, oui, parce que je pense qu'il y a une question d'avoir déjà 3 milieux de terrain devant toi et qui te protègent plus que quand tu es exposé avec les deux seulement. Mais moi, je pense, pour Marquinhos, je vais encore une fois attendre qu'il soit aligné à 4 avec Ramos et voir son comportement, parce que pour moi, je reste persuadé qu'il y a ces 50-50, c'est-à-dire qu'il y a 50% effectivement le système, et Marquinhos est sûrement mieux à 4. Mais malgré tout, il y a cette histoire de Ramos absent. Et moi, je continue de penser que dans les prestations de Marquinhos, il y a cette idée de penser d'abord à couvrir Ramos, qui l'empêche de se livrer et d'être complètement focus sur son match. Du coup, il anticipe beaucoup ce qui se passe dans le dos de Ramos. Et en fait, je confirmerai ça quand j'aurai vu une charnière Marquinhos-Ramos. Si Marquinhos fait les mêmes matchs à 4 avec Ramos, je te dirais effectivement, c'est le système. Si on le revoit prendre vite du recul pour couvrir Ramos, on saura que c'est finalement le problème, c'est Ramos. Et la gestion, moi, je continue de penser ça, parce qu'en fait, Galtier en avait parlé en conférence de presse en disant « Je préfère avoir Marquinhos là pour couvrir dans le dos de Ramos ». C'est donc un point qui a été soulevé avec Marquinhos. Donc, j'attendrai d'avoir la confirmation que c'est le système ou la non-présence de Ramos. Ouais. Je ne sais pas si. Je vois l'image chez Nico, mais il aussi a disparu. Si, je suis là. Ah, il est là. Je suis en train de réparer la connexion Internet en même temps, c'est l'enfer. Ouais, on parlait justement des joueurs qui étaient plus à l'aise depuis deux, trois matchs sur la défense à 4, dont Marquinhos, Nico. Quelle est ta position, toi, là-dessus? Est-ce que tu trouves effectivement que Marquinhos, parce qu'on a parlé d'Mbappé, qui lui aussi préférait ce système-là, évidemment Fabien Ruiz qui avait l'habitude à Naples, mais il y a aussi l'ami Marquinhos qui semblerait être beaucoup mieux lorsqu'il est dans une défense à 4, Nico. Ouais, je te le dis tout à l'heure, ils sont mieux. C'est plus fluide, les mouvements sont plus naturels, surtout c'est même pas une question en fait de duel, de ce genre de choses, c'est juste que c'est des positionnements qui leur demandent moins de réflexion, j'ai l'impression. Donc évidemment que ça marche mieux, et aussi bien au milieu que derrière, enfin, on l'a vu, l'entame de match contre Marseille, elle est vraiment très bonne. La deuxième mi-temps, elle est aussi intéressante. Ajaccio, moi il n'y a pas un score monstre, enfin, ça se décante qu'à la fin, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même, encore une fois, une équipe beaucoup plus équilibrée, beaucoup moins en difficulté défensivement. Et
Et qu'on le veuille ou non, c'est bien beau d'avoir effectivement les trois de devant qui vont te sortir à chaque fois des buts et qui vont t'offrir des victoires, mais tu n'iras pas loin en Ligue des Champions avec une équipe déséquilibrée qui laisse autant d'espace. C'est pas le système à 3, ça m'embête de dire dessus, mais de revenir dessus comme ça, mais aujourd'hui, franchement, c'est un système qui ne fonctionne pas suffisamment bien, qui ne te donne pas de certitude, surtout dans les gros matchs. Donc, c'est bien que Galtier teste au moins le système à 4 pour avoir au moins la possibilité de changer. Et c'est plutôt une bonne chose. Vraiment, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que c'était, parce qu'on nous l'a reproché sur les commentaires YouTube, on l'avait reproché, on nous avait dit que toute la saison dernière, avec Pochettino, on avait réclamé ce système à 3, Yacine. Évidemment, parce qu'on avait dans les couloirs des joueurs, des joueurs adaptés pour ce schéma, en la personne d'Hakimi et de Mendes. Mais là, force est de constater, ça fait quand même 15 matchs, 16 matchs, je ne sais pas combien de matchs on fait depuis le début avec la saison à 3, et ça n'a pas fonctionné. Donc, comme le dit Nico, c'est bien aussi de revenir, d'essayer ce schéma-là. Et d'ailleurs, il y a Jazair qui nous dit Hakimi aussi, ça l'arrange à 4. C'est vrai qu'il a fait un bon match, on en avait parlé, Yacine. Il avait fait plutôt un bon match face à Ajaccio, et d'ailleurs, Fabian Ruiz l'avait beaucoup trouvé sur son couloir. Alors que logiquement, le système à 3, il est fait pour un joueur comme Hakimi, et encore mieux pour Nuno Mendes. Ouais, mais en fait, le truc, c'est marrant parce que quand tu dis un truc dans le foot aujourd'hui, tu as l'impression que c'est une certitude. Nous, on n'a jamais dit que si Pochettino passait en 3-4-3, ça réglerait tous les problèmes. On a dit qu'on aurait bien voulu voir qu'il l'utilise pour voir ce que ça donnait, parce qu'il ne l'avait jamais utilisé et qu'on pensait que, vu les matchs du PSG, encore une fois, on a dit ça parce que le 4-3-3 de Pochettino, il était horrible. On n'a pas juste dit ça pour dire change de système parce qu'on a envie de changer ce système. C'était horrible, il n'y avait pas d'animation. Donc, on se disait, peut-être que ce serait mieux comme ça. Ça permettrait à Messi d'être plus à l'intérieur. Bon, bref. Là, cette saison, ça a bien marché au début. D'ailleurs, on était content. Maintenant, tu deviens lisible. Hein, je peux te couper 2 secondes parce qu'il y a Jean-Michel Aplati qui t'interpelle justement sur Marquinhos. Il dit « Je ne suis pas d'accord sur Marquinhos par rapport à Ramos, Yacine. Marquinhos a joué dans des défenses où il y avait Kehrer et Baker et il a rattrapé je pense que vous voulez dire les merdes, les boulettes de tout le monde à chaque fois. Donc, selon moi, le souci, c'est pas Ramos. Par ailleurs, Marquis revient bien. Alors, ça, on l'avait dit que Marquinhos revient bien. Mais lui, il dit que c'est pas juste à cause de Ramos qu'il est moins bien, parce que rattraper les boulettes des uns et des autres, il le faisait quand il jouait avec Kehrer et Baker. Qu'est-ce que tu peux lui répondre, Yass? Sauf que, vite fait là-dessus, c'est vrai, hein, mais sauf qu'il rattrapait dans un bloc qui était plus bas, il y avait moins d'espace, et que malgré tout, il n'avait pas cette gestion de la profondeur. Il avait les erreurs des joueurs à compenser, mais il n'avait pas cette gestion de la profondeur, parce que malgré tout, Kehrer, c'est un joueur qui allait quand même vite. Alors que là, on parle vraiment de gestion de la profondeur, puisque Galtier voulait un bloc haut. Voilà. C'est pour ça que moi, je reste sur cet avis-là, mais je ne dis pas qu'il attend. Hein. C'est mon avis à ce moment-là. C'est tout. Maintenant, pour revenir sur le reste, voilà, je pense qu'il y a tout. Enfin, l'histoire du système, encore une fois, c'est pas la baguette magique, le système. Voilà. C'est des choses qui te permettent peut-être d'être un peu mieux, d'être moins lisible. Mais ce n'est pas parce qu'on a réclamé l'année dernière le 3-4-3 que cette année, on ne peut pas réclamer le 4-3-3. En plus, malgré tout, il y a des joueurs différents. La preuve, ce milieu de terrain, l'année dernière, ce n'était pas ton milieu de terrain. Donc, peut-être qu'au lieu de jouer avec Verratti, Herrera et Paredes, valait peut-être mieux en enlever un et puis jouer en 3-4-3. Et là, cette année, vu que tu as 3 milieux de terrain qui tiennent la route, c'est peut-être. Voilà, il y a plein de choses. Le football, ce n'est pas figé. Donc ce n'est pas parce qu'on a réclamé une saison quelque chose que cette année, on n'a pas le droit de dire l'inverse. Et encore une fois, ce n'est pas une certitude. Hein, c'est plus pour voir des évolutions par rapport au positionnement des uns et des autres. Par contre, vous entendez quoi par les erreurs de Baker? Je ne comprends pas tout. Ah oui, il faut rappeler que Nico est un grand défenseur du défenseur batave. Le boulanger volant, on l'appelle, c'est ça. C'est ça. C'est présélectionné pour la Coupe du Monde, messieurs. Ah oui, j'avais 2 réflexions. Alors, on a, je crois que c'est Rash Vinok. Tu me diras si j'ai écorché ton nom, amigo. Lui, il pense que Mukele en défenseur central, c'est plutôt rassurant et c'est plus rapide. Et on a Just Tid, je crois,
qui dit Hello, on peut avoir votre avis sur le fait qu'on joue trop vers l'arrière pour les sorties de balles. Ça fait des années que ça dure. Merci. Non, alors, on ne joue pas trop vers l'arrière. On essaye trop de repartir de derrière. Je pense que c'est plus ça. Et le truc, c'est que, en fait, ça aussi, c'est mais en fait, c'est très bizarre parce que contre Marseille, par exemple, ils avaient prévu une alternative à ça. C'était de couper le bloc en deux et de mettre 4 joueurs devant en 1 contre 1. Et d'aller chercher long Donnarumma sur Mbappé ou sur Ruiz. Donc, ça veut dire qu'il y a des alternatives. Moi, pareil qu'à Ajaccio, il y a eu le début de pressing d'Ajaccio et j'arrive jamais à trouver la limite entre est-ce que les joueurs insistent absolument en se disant ça les oblige à venir, etc. De toute façon, à un moment donné, ça va craquer et nous, on continue à faire ce qu'on a à faire. Ou est-ce qu'il y a des consignes qui sont mal comprises? Ou est-ce qu'ils ne sont pas capables de s'adapter? J'arrive pas à trouver parce que contre Marseille, tu sentais qu'il y a une vraie adaptation. Ils avaient décidé, s'ils viennent nous chercher, on allonge. Ça, en gros, c'était les consignes. Ce qui est plutôt rare, Yacine. Hein. C'est plutôt rare de les voir allonger. Hein. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Là, c'était une vraie consigne. Contre Ajaccio, ils ont continué à insister et je me dis, est-ce que c'est une façon de faire craquer l'adversaire, entre guillemets, avec la prise de risque que ça engendre? Ou est-ce que vraiment, ils ne sont pas capables de proposer autre chose? Et c'est très bizarre, parce que rappelez-vous aussi les 20 premières minutes à Benfica, où c'est pareil. Hein. D'ailleurs, il y a Danilo et Ramos, Danilo qui met une soufflante à Ramos, parce que Ramos, il continue à lui mettre des passes dans la surface. Enfin, voilà, donc c'est très bizarre. Contre Ajaccio, ce genre d'équipe, c'est quand même un sentiment de supériorité. Oui. Tu sens, quoi. Tu sens que voilà, ils sont sur d'eux, ils prennent des risques, limite ça les amuse, tu as l'impression, et ils acceptent la part de risque parce que de toute façon ils savent qu'ils sont au-dessus et que ça va finir par passer. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs, et contre Marseille c'était intéressant pour le coup parce que ça avait vraiment été travaillé. Ouais. Quand tu voyais Fabien Ruiz qui se mettait comme ça pour récupérer les ballons, c'était vraiment très intéressant. Après, le reste du temps, c'est juste que. Et même à Benfica, en fait, qu'ils sont sur d'eux et qu'ils sont joueurs. Alors, je comprends que ça puisse agacer et qu'on critique de temps en temps, mais voilà, après, c'est comme ça. Tu as un style d'équipe qui s'est mis en place. C'est quelque part un peu dans l'ADN de cette équipe de jouer comme ça. Et ça témoigne juste peut-être de temps en temps un tout petit manque de QI foot, parce qu'effectivement, de temps en temps, il faut balancer. Et ils n'ont pas forcément toujours la lucidité pour s'en rendre compte, mais je trouve que c'est un faux procès en tout cas, parce que voilà, c'est un style de jeu, ça comporte une part de risque, tu l'acceptes. Bon, tant que ça marche, je pense qu'il faut pas les brider à ce niveau-là. En tout cas, moi, c'est pas ça me déplaît pas plus que ça. Il y a justement notre ami Jean-Michel Aplati, toujours lui, qui dit Galtier, ça fait 2 ou 3 fois qu'il le dit en conf de presse ou interview d'après-match, qu'on essaie trop de repartir de l'arrière et qu'on doit varier et parfois allonger. Contre Ajaccio, il l'a dit aussi. Donc, je pense qu'il le travaille. Voilà ce que nous dit notre ami Jean-Michel. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On a… Après, allonger, dans l'absolu, c'est une bonne chose aussi. Mais oui. Ça veut dire que tu as un joueur qui est capable de récupérer un ballon haut, de faire une protection de balle et de remonter ton bloc. Qui va faire ça? Allonger pour allonger aujourd'hui alors, parce que même contre Marseille, hein, quand ils allongeaient, c'était pas sur Mbappé ou sur Neymar ou Messi, hein, c'était Fabien Ruiz qui allait se coltiner le duel avec le central et qui permettait derrière effectivement d'avoir des situations de 1 contre 1. Moi, je veux bien qu'on balance pour se dégager quand de temps en temps, Renato Sanchez en fait un, notamment à Ajaccio, il balance un grand ballon devant. T'as personne à la retombée, donc tu vois. Il faudrait pour ça un joueur comme Hugo Ekitike, qui peut jouer en pivot, qui est très grand de taille. Et effectivement, jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu. On fera un débat de ces 4 sur Hugo Ekitike et pourquoi il n'est pas assez utilisé. Il y a peut-être aussi des raisons. Il y avait une dernière réponse que je voulais qu'on aborde, et c'était pour revenir au milieu de terrain, c'était sur Renato Sanchez. Alors, je ne sais pas si on peut l'avoir à l'écran. J'attends 2-3 minutes, comme ça je vous lirai la déclaration de Christophe Galtier. En gros, le journaliste lui disait, il y a sans doute des chances qu'il soit utilisé demain, mais il demandait justement à Christophe Galtier ce qu'il pensait du rendement de Renato Sanchez depuis le début de saison. Alors, il lui a rappelé effectivement que c'est un joueur qu'il connaissait bien et que c'est lui qui l'avait voulu au PSG. Mais c'est vrai, messieurs, qu'entre des prestations moyennes et des blessures, pour l'instant, on n'a pas vu le Renato Sanchez qui faisait des belles prestations face à Lille, Yacine. Avec Lille, je veux dire. Avec Lille, pardon. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que il est arrivé, sa première titularisation, il a voulu prendre 0 risque dans le jeu, il a été très neutre. Derrière, il se blesse.
il revient, il se reblesse. Donc, c'est compliqué. Voilà, on attend autre chose. Alors, le problème, c'est on attendait d'avoir la confirmation qu'il se blesserait rapidement. On l'a eu et c'est peut-être le problème parce qu'on attend aussi qu'il soit capable de percuter, sauf qu'on ne peut pas le voir puisqu'il est blessé. Et même à Ajaccio, où il revient de blessure, il trouve le moyen de se faire mal à la cheville à l'échauffement. Ouais. Donc, ça va être compliqué d'en attendre quelque chose. Hein. Maintenant, écoute, Galtier, lui, dans sa tête, j'ai l'impression que Renato Sanchez, pour lui, il arrivera après la Coupe du Monde. Voilà. Quand l'intonation, la façon qu'il avait de répondre à cette question, c'était vraiment il a eu plein de petits pépins qui l'ont retardé. En gros, il reste 3-4 matchs. On ne va rien en attendre. On va essayer qu'il soit prêt et qu'après la Coupe du Monde, on ait enfin le Renato Sanchez. Voilà. C'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Nicolas, toi, sur Renato Sanchez, alors je ne sais pas si on peut avoir la réponse sur Renato Sanchez, si on peut l'avoir à l'écran. Voilà. Merci beaucoup. Un mot sur le rendement de Sanchez de retour de blessure. Donc, Galtier répond, c'est un joueur qu'on souhaitait. Malheureusement, il a eu plusieurs petits pépins physiques qui ont engendré une perte de temps par rapport à ses partenaires. C'était important qu'il débute à Ajaccio et c'était prévu qu'il joue 1 heure. On n'a pas encore le Renato qu'on souhaite et quand il sera au top physiquement, il sera performant parce que c'est un joueur de haut niveau. Il faut laisser du temps à Sanchez comme à Soler ou à Ruiz. Ça rejoint à peu près ce que tu disais, Yacine. On a l'impression qu'il sait finalement que le talent de Sanchez, il pourra peut-être mieux s'exprimer après la Coupe du Monde. Encore faut-il qu'il y arrive sans pépin physique et qu'il enchaîne les matchs, Nico, là-bas, à la Coupe du Monde. Et qu'il revienne sans pépin physique. Ouais. Renato, Galtier en avait parlé, c'est même pas des problèmes d'hygiène de vie ou de fragilité spécifique, c'est que c'est un joueur qui se met beaucoup de pression et bah voilà, un stress qui engendre des problèmes. Il avait déjà ça à Lille, alors imagine la pression à Paris par rapport à Lille. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de quoi être très, très optimiste. Après, il me fait un peu penser à la connexion Internet de Mousse, quoi. Il va venir de temps en temps, il va s'accrocher, mais techniquement, ça c'est pas ça, quoi. Ça marche pas. Là, c'est le Roquefort qui dit au camembert, tu pues, là, c'est pas possible. Tu vois, je parlais de ma connexion. C'est incroyable. Ça y est, regarde, moi j'ai réglé le problème, j'ai connecté au filaire, ça marche super maintenant. Mais moi, je suis dans une maison, je suis en haut, le truc il est en bas, c'est compliqué. Voilà, des excuses. Comme Renato, toujours des excuses. Donc, non, mais c'est un bon joueur. C'est un profil. Quand on l'a signé, alors il y avait effectivement les interrogations physiques, ça on peut pas se leurrer. Ce qui est bien avec lui, entre guillemets, c'est qu'il se blesse souvent, mais pas longtemps à chaque fois. Donc, ça, déjà, c'est quoi voilà, moi, à chaque fois, il n'est pas absent 3 mois. Mais oui, c'est un profil qui pourrait faire énormément de bien au PSG parce que c'est vraiment un joueur intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce profil. J'aime beaucoup ça. C'est un bon joueur très technique, il a une belle vision du jeu, il a une faculté d'accélération de ballon au pied qui est très intéressante. C'est vraiment un joueur que tu n'as pas dans ton effectif, mais bah, il va falloir qu'il soit capable d'enchaîner parce que au PSG, si tu n'es pas capable d'enchaîner, tu ne peux pas gagner ta place. Et si tu ne gagnes pas ta place, bah, tu fais une saison à la RRA, quoi. Donc, je ne lui souhaite pas. Je ne lui souhaite évidemment pas ce genre de trajectoire, mais pour l'instant, en tout cas, c'est des premiers mois très, très délicats pour lui, bien sûr. On a Luciano qui nous dit « Mais il pue le football, Renato, mais ça semble être une carrière à la Diaby Gourcuff. » Je pense que c'est un peu exagéré. Je pense qu'il a déjà beaucoup plus joué que Diaby, le pauvre. Et je pense que Gourcuff aussi… tu avais parlé sur Sanchez, Yacine ? Ouais. Ouais, c'est bon ? On n'a plus rien à dire sur Sanchez ? Non, c'est bon. On tourne la page. Messieurs, on va prendre 10 minutes pour se projeter vraiment sur la rencontre de demain. Déjà, selon vous, quelle composition ? Moi, je vous donne la mienne, vous me donnerez la vôtre, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, attends, Mousse, 2 secondes. Je peux faire juste un truc sur, parce que je suis obligé, sur l'histoire du salaire et sur la réflexion de la… Ah, pardon, tu as raison. Non, mais on a la réponse, pardon. Excuse-moi, Yacine, tu as raison. Alors, on va d'abord essayer de mettre la réponse. Je suis désolé, j'avais complètement oublié la question sur… Alors, pour remettre dans le contexte, le temps que la réponse arrive, le Parisien hier sort un article qui a beaucoup aimé notre ami Nicolas Puravo, et Yacine aussi. Donc, il sort ça, hier, hein, c'est ça, Yacine. L'article est sorti hier dans Le Parisien. Et donc, on nous apprend que le contrat de Kylian Mbappé, la prolongation, en tout cas, et son nouveau contrat, en tout et pour tout, s'élèverait à plus de 600 millions d'euros, avec une prime à la signature répartie en 3 fois, de 180 millions d'euros et un salaire, je n'ai même plus le salaire, c'est démentiel. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a démenti toutes ces informations.
les a traités de fantaisistes. Je crois même qu'il pourrait même peut-être déposer une plainte pour divulgation de fausses informations ou diffamation. Je ne connais plus très bien le terme. Et donc, du coup, il y a un journaliste qui a posé la question tout de même à Christophe Galtier pour savoir ce qu'il avait à dire sur le nouveau contrat de Kylian Mbappé au PSG, donc la prolongation de 3 ans. Je répète, le Parisien parle d'un contrat en tout et pour tout, entre les primes, les salaires, un contrat à 630 millions d'euros. C'est ça, Yacine? Oui, c'est ça. Donc, vas-y, je t'écoute, Yacine, et puis après, le temps qu'on mette la déclaration de Galtier. En fait, il y a plein de choses là-dedans et c'est marrant parce que déjà, Galtier, il a presque remercié le Parisien d'avoir sorti l'info 48 heures avant et pas demain matin. Voilà. Il a dit on ne sera pas surpris demain matin parce qu'on a déjà l'info. Il a dit quoi que. Parce que il peut y avoir encore un truc qui peut sortir demain matin. Ouais, voilà. Mais bon, en tout cas, cette info-là, on ne l'aura pas demain matin juste avant le match. C'est vrai qu'on a l'impression que là, un peu, les journalistes, ils tiennent un calendrier des affaires et il y a des moments clés, voilà, un peu avant Marseille, un peu avant Benfica, là, un peu avant la Ligue des Champions. Bon, déjà, ça devient insupportable. La deuxième chose, c'est que sur le salaire, il a très bien répondu parce que ce n'est pas son problème. Ce n'est pas lui qui négocie les salaires. Ce n'est pas lui qui décide combien touche Mbappé. La troisième chose, c'est que je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de nous saouler avec ça. Parce que déjà, le PSG, c'est une entreprise privée. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils donnent ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Après, il y a des règlements, il y a l'UEFA. S'il y a des sanctions à prendre parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour rester dans les clous, ce sera l'UEFA. Mais arrêtez de nous saouler avec ça. Mbappé, il est parti négocier un truc. On lui a dit oui. Et bien, bravo à lui. Voilà. C'est la même chose qu'un mec qui serait dans une société normale avec des gens qui touchent 1800 € et à qui on donnerait 5000. Voilà. Alors, ce n'est pas les mêmes proportions de salaire. Mais pourquoi toi, tu aurais 5000 ? Parce que j'ai négocié 5000 et j'ai eu 5000. C'est tout, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, arrêtez de nous saouler avec ça. En plus, sur les retombées en termes de charges, etc., ce que le PSG va verser à l'État, bon, la France, elle n'a pas trop à se plaindre de ce que le PSG donne à Mbappé. Et ensuite, je termine là-dessus, et c'est juste pour ouvrir un peu, il y a cette députée aujourd'hui qui a décidé d'allumer Galtier en toute gratuité. Voilà, elle a dit, elle a parlé de l'écologie, elle a dit, vous faites une baisse aux stations essence, vous offrez une baisse aux stations essence, ça va profiter à Christophe Galtier et sa Lamborghini. Alors déjà, je ne sais pas s'il a une Lamborghini, c'est gratuit parce que Christophe Galtier, je ne vois pas ce qu'il vient faire là. Et en fait, maintenant, on a l'impression que tous, pour faire leur buzz, il faut qu'ils tapent sur le PSG, sur Galtier et tout. Franchement, vous commencez à nous saouler, mais grave. C'est insupportable. Quand vous n'êtes pas connu, vous lancez PSG, Galtier, et vous êtes sûr que pendant 24 heures, vous avez votre moment de gloire. C'est insupportable. Et en plus de ça, votre combat, il devient inaudible. Parce qu'en fait, on parle plus de pourquoi vous avez parlé de Galtier que du combat que vous menez, qui est peut-être très bon. En fait, on ne veut même plus l'entendre, votre combat, parce que le tacle, il est gratuit. C'est comme si j'allumais un homme politique gratuitement là dans le podcast. Bon, rien à voir, et j'allume Macron, j'allume Mélenchon, tout gratuit. Arrêtez, vous nous saoulez. Et pour finir avec le salaire, mais moi, je continue de dire qu'il y a un vrai problème avec les footballeurs. Pas en termes de salaire, parce qu'encore une fois, c'est de l'argent privé. Parce que ça fait chier tous ces gens que des mecs de quartier qui ont arrêté l'école à 13 ans gagnent autant d'argent. Voilà, c'est ça le vrai problème du football. Alors, juste Yacine, juste pour. Il n'y a pas que des mecs de quartier qui jouent au foot, évidemment. Non. Alors, c'est vrai que c'est eux qui sont beaucoup ciblés parce qu'eux le montrent aussi beaucoup. Ça, il faut le dire aussi, que sur les réseaux, ils aiment bien exhiber un peu leur richesse et tout. Alors, c'est l'époque qui veut ça, ce n'est pas du tout une critique. C'est l'époque des réseaux sociaux. Quand on voit un Benzema avec son jet privé, avec ses voitures, Cristiano Ronaldo, c'est pareil, pourtant il ne vient pas d'un quartier. En fait, je pense que, et puis ça, c'est Nico, tu pourras répondre là-dessus. On vit dans un pays où effectivement, il n'est pas bon de parler d'argent. Il n'est pas bon d'afficher ses richesses. Ça, depuis tout temps. Et là où tu as raison, Yacine, c'est que d'abord, ces gens-là ne connaissent pas l'économie du sport, l'économie du foot en particulier. Si un joueur gagne autant d'argent, c'est parce que le football génère beaucoup d'argent. C'est aussi pour ça. Quand un Tom Cruise est payé 2-3 millions de dollars par film, c'est parce que le film en rapporte 100, 150 millions. C'est logique. En fait, c'est juste logique. Quant à l'écologie, c'est très drôle de parler d'écologie et de faire référence à la voiture de Christophe Galtier. On avait eu des images pendant cet été en pleine canicule où on parlait justement de faire attention à l'écologie, à l'empreinte carbone, etc. Et on voyait qu'en Conseil des ministres, pendant 2 heures, leur voiture avec leur chauffeur
le moteur était tourné parce qu'il fallait que la voiture soit fraîche quand les ministres sortaient. Donc, c'est bien beau tout ça de faire la morale, effectivement, mais il faut d'abord s'intéresser un peu à l'économie du foot, savoir pourquoi ces joueurs gagnent autant d'argent. Et tu l'as rappelé, hein, le PSG est un club, d'abord, c'est une entreprise privée. C'est aussi une entreprise qui, depuis 10 ans, a rapporté à l'État, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, plus d'1,5 milliard d'euros, je crois, il me semble, sur 10 ans, ce qui est déjà énorme, en rappelant qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ne payent pas d'impôts. Donc ça aussi, il faut le rappeler. Donc Nico, je ne sais pas si tu voulais réagir toi aussi sur toutes ces polémiques liées au Paris Saint-Germain. Et ce que disait Yacine, c'est que si tu veux faire un peu de buzz, aujourd'hui, il faut tacler le PSG. Ouais, bah, vous avez tout dit, je crois. Je vais pas en rajouter des couches. Là, effectivement, il y a aujourd'hui une illustre inconnue avec sa veste verte qui apparaît dans l'hémicycle et qui nous sort sa petite blagounette qu'elle a préparée depuis 3-4 jours. Voilà, moi, je suis plus choqué par les 7 000 € que cette bonne femme doit prendre tous les mois pour nous représenter que la Lamborghini de Galtier, si elle existe, et qui me ferait d'ailleurs plus envie que la veste verte de la bonne femme, pour le coup. Après, sur l'article du PSG, là où c'est juste grotesque, déjà, c'est que du conditionnel. Donc, on va déjà se méfier, parce que je vous rappelle que le journal qui a sorti l'information du salaire Mbappé, c'est le journal qui a annoncé qu'au mois d'avril, Mbappé allait se barrer à Madrid. Donc, on va peut-être prendre un petit peu de pincette par rapport à la fiabilité. Je n'ai même pas lu l'article, je ne sais pas qui l'a signé, mais j'ai un doute. Enfin, je me doute qui c'est. Et connaissant le personnage, on va un peu calmer le jeu. Après, comme vous l'avez bien dit, si le PSG est prêt à mettre 100, 200 ou 300 millions par an sur Mbappé, bah, franchement, moi, je m'en fous. C'est pas mon argent, c'est pas le vôtre, c'est pas de l'argent public. Écoute, si entre guillemets, ils sont assez cons pour donner autant à un joueur de foot et parce qu'ils estiment que c'est rentable à terme ou parce qu'ils en ont besoin, bah écoute, qu'ils le fassent. C'est leur argent. Qatari, ils le dépensent comme ils le veulent. Les deux petits points où je veux bien qu'on discute. Le premier point, et je vais dans le sens des gens qui critiquent ce qu'on a vu, c'est que effectivement, on peut se poser la question de l'équilibre financier du PSG avec une masse salariale conséquente. C'est un club qui affiche 350 millions d'euros de pertes l'an dernier, je crois. Donc, je comprends certains qui s'interrogent sur du coup l'équité du championnat et dans quelle mesure le PSG peut financer ce genre de salaire à l'année. Donc ça, je veux bien l'entendre parce que pour le coup, c'est un vrai débat. Et là où je suis très étonné, c'est que tous ceux qui critiquent les politiques, là, tous les démagos des réseaux sociaux qui depuis ce matin sont à 2000, il n'y en a pas un qui parle du mode de financement d'un joueur de foot en France, quoi. Quand le PSG donne 1 million d'euros à Mbappé, il en donne autant en charge sociale, et la concurrence européenne de ce point de vue-là, elle est quand même sacrément différente. Mbappé qui touche 1 million en Espagne, c'est pas le même coût pour le Real que le PSG qui doit donner la même chose en France. Donc ça, bizarrement, personne n'en parle, tu vois. C'est un sujet visiblement qui n'est pas intéressant. Alors à moins que la bonne femme avec sa petite veste verte, faut que quelqu'un nous donne son nom s'ils l'ont, parce que si quelqu'un a son nom à cette dame, puis comme ça on ira lui parler sur Twitter après, on va aller rigoler un petit peu, il n'y a pas de souci, toi. Mais voilà, voilà, qu'est-ce que je te dis, voilà, moi je te le dis, je m'en fous du salaire d'Mbappé. Moi, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, ce qui me dérange plus, c'est que quand Mbappé est arrivé en fin de contrat, le PSG a sorti tout ce qu'il pouvait, s'est mis à genoux, a rampé pour le prolonger parce que ils avaient besoin qu'il soit là pour la Coupe du Monde et que le faire partir libre 3 mois avant le mondial, ça ne le faisait pas. Voilà, moi, c'est ça qui m'a dérangé parce que je pense que quand tu es un grand club, tu ne te mets pas à genoux devant un joueur. Après, il y a aussi des contre-exemples du Barça avec Messi, puis on voit où est le Barça aujourd'hui. Le Real l'a fait aussi à une époque avec Ronaldo. Enfin, voilà, c'est un large débat, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une démagogie puissance 1000. Et puis, alors, dernière chose, le timing effectivement des sorties de tous ces articles bien pourris, il est juste fascinant parce qu'à chaque match de Ligue des Champions ou de gros match du PSG, maintenant, on a une affaire qui va sortir. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à façon la Coupe du Monde du Qatar parce qu'ils ont une pile comme ça de dossiers. Ouais. Et donc, tous les jours, ils vont regarder le calendrier du PSG. A priori, ce week-end contre 3, il ne devrait rien se passer parce que c'est un match dont tout le monde se fout. Et avant le match contre la Juve, préparez-vous à une nouvelle bombe. Hein. Moi, je m'attends à tout. Hein. On va avoir des photos de Nasser dans un club de striptease où on va avoir Mbappé en train de faire une soirée déguisée en policier, en cuir, je ne sais pas. Enfin, on va avoir des trucs. C'est obligé qu'il y ait des trucs qui sortent avant le match contre la Juve. Donc, préparez-vous mentalement, soyez forts et puis seul contre tous, parce que c'est ce qu'on aime bien. Donc, ça me fait rire tout ça. En tout cas, tu as des drôles de fantasmes, Nico, mais ça ne m'étonne pas de toi. Alors, j'ai des photos de Mousse justement dans une soirée comme ça, habillé dans une certaine tenue. En DM, si vous me contactez sur Twitter, je pourrais éventuellement envisager d'en montrer une ou deux. Fais gaffe, la team premier degré démarre très vite. Hein.
Ah ouais, non, c'est clair. Alors, après, on a quelques commentaires là-dessus. Il y a Doug Linos qui nous dit est-ce que Mbappé pourrait donner un peu d'argent pour la cam de Mousse? Oui, ça c'est vrai. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter un Mac comme notre ami Nico. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord, Il y a le nom, il y a le nom de la députée. Il y a le nom de la députée. Cyrielle Châtelain. Voilà, c'est cadeau, Nico, c'est pour toi. Alors, je retire tout ce que j'ai dit. Une dame qui s'appelle Châtelain ne peut pas être mauvaise. Oui, évidemment. On va tout couper. Je retire tout ce que j'ai dit. Il y a Denis qui nous dit d'accord Yacine, rappelez-vous comment on a tapé sur Anelka à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez du transfert, le retour d'Anelka au PSG. Je crois que c'était 200 millions à l'époque, 30 millions d'euros, 200 millions de francs, il me semble. Ouais. Avec son débardeur en peau de mouton sur le produit. Exactement, et son pantalon relevé à moitié. Il y a aussi quelqu'un qui nous dit, c'est Redil Sauvage qui nous dit notre Nico n'a pas honte d'afficher ses richesses. Voilà, c'est vrai qu'il affiche beaucoup ses richesses sur Twitter. Vous pouvez voir sur son compte. Il y a des belles montres, il y a des belles toquantes. Ça, c'est vrai. Mais c'est le business. Hein. Alors voilà, ce ne sont pas mes montres, je précise tout de suite. Et je ne montre jamais mon carrosse, par exemple, parce que je sais que ça peut être mal perçu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ouais, je pense que c'est tout. Ouais, Matson qui nous dit c'est l'économie du football qui est totalement folle et indécente. Ouais. Oui, ça c'est vrai aussi. Malheureusement, on ne peut rien y faire. C'est la mondialisation aussi. Et c'est vrai que les droits télé se sont envolés ces derniers temps. Là, on parle de la France. Il faut voir ce qui se passe en première ligue, en Angleterre. Hein. En termes de salaire et de retombées économiques, c'est bien plus important. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. La compo. On finit sur la compo. Ouais, juste voilà, monsieur, avant de conclure, selon vous, quel compo, quel système devant alors, en rappelant que il y a le retour de Nuno Mendes et de Presnel Kimpembe. Danilo, lui, n'a toujours pas rejoint le groupe. Hein. Je crois qu'il reprend l'entraînement collectif dimanche prochain. Alors moi, je vous donne la mienne. Hein. Je pense que ça va être Donnarumma, évidemment, dans les buts. Je pense qu'il va garder cette défense à 4 avec Marquinhos et Ramos. J'ai un doute, hein, peut-être Mukele, parce que dernièrement, il a beaucoup joué. Donc sur les couloirs, on aura Bernat, parce que je pense que Mendes, il est un peu trop juste pour revenir directement. À droite, Hakimi, effectivement. Alors après, sur le milieu à 3, je pense que ce sera... Sanchez peut-être en 6, Vitinha et Ruiz en milieu relayeur. Et puis on aura le trio Mbappé, Neymar et notre ami Lionel Messi. Et vous, messieurs, qu'en pensez-vous? Vas-y, Nico. Vas-y, non, Yass. Comme ça, je copierai sur Yass après. Très bien, très bonne idée. Écoute, moi, je vais peut-être t'en surprendre certains, mais je sens bien le retour de la défense à 3 demain. Et Ruiz Vitinha au milieu, parce que je pense qu'en fait, Renato, c'est un risque qu'il va falloir tourner contre 3, qu'il y a le retour de Ramos, et que je ne vois pas Ramos démarrer un match de Ligue des Champions tout de suite sur le banc. Et donc, je pense que Ramos à gauche avec Marquinhos et Mukele derrière. Sur les côtés, je pense qu'il démarrera avec Bernat, même si j'ai un doute parce que, je sais pas, vu les matchs de Bernat, c'est compliqué, mais je pense que malgré tout, Mendes, ça va être un peu juste. Donc, Bernat et Hakimi, Ruiz et Vitinha et les 3 de devant. On a perdu Mousse. Hein. Ouais, tu peux y aller, Nico. Non, je suis là. Je regardais juste les commentaires. Vas-y, Nico, vas-y. Écoute, je vais prendre un petit risque parce que sinon c'est pas drôle. Moi, je pense que ce sera la défense à 4 avec Ramos. Allez, tu sais quoi, je vais mettre Ramos et Mukele en défense et puis je vais faire monter Marquinhos en sentinelle avec Ruiz et Vitinha devant lui. Allez, un petit risque. Du panache à la Versaillaise. Le Louis XVI quittant la France vers Varennes. Voilà. Donc, du coup, parce qu'on a comme ça a coupé légèrement, alors c'est quoi? Donc, du coup, une défense à 3, un milieu à 2 Non, défense à 4. Défense à 4 et je te mets Mukele avec Ramos en défense centrale et je te mets Marquinhos qui va jouer sentinelle. Avec devant la défense, avec devant lui Vitinha et. C'est pour faire un truc un peu différent. Hein. C'est la grosse cote. Hein. Je ne sais pas s'il y a des sites de paris sportifs sur la compo, mais mettez pas tout le PL dessus hein, quand même. Hein. Suivez plutôt Yacine ou Mousse là-dessus. Hein. Bon, on comprend pourquoi tu n'as pas été coach de Versailles, du coup, avec des compos farfelus comme ça. Franchement, retourne vendre des montres et ne nous casse pas les oreilles. Amigo. Non, j'étais pas coach, j'étais joueur, moi. C'est ceux qui n'ont pas le niveau qui sont coach, hein, Yass.
Juste pour revenir à l'article du Parisien, parce que tu as tu avais quelques commentaires sur le fait de relayer ce genre d'informations et il reprochait à certains comptes de relayer ce type d'informations. Pour parler que pour nous, hein, que pour Paris United, nous, on relaie jamais, et encore moins ce type d'informations. Parce que comme l'a dit Nico, d'abord, c'est très difficile à avoir comme information. C'est des journaux qui se trompent assez souvent, et même sur le salaire des joueurs. Enfin, là, c'était plutôt l'équipe qui, tous les ans, nous sort le salaire des joueurs. Et en fait, il y a toujours un gap de 30-25% d'erreurs. Donc, nous, on n'est pas du tout dans le relais. Sachez que nous, on ne relaie rien, en fait. On fait des articles, on parle des matchs, on fait la conférence de presse. Toutes les autres rumeurs, que ce soit tous les derniers articles, à part le truc de Mediapart, où on a interrogé le journaliste qui avait sorti l'enquête, parce que ça nous concernait un petit peu. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais on a été concerné par cette enquête. Donc, mais sinon, nous, on ne relaie pas ce genre de truc. Voilà. Parce que c'était pas une rumeur, Mousse. C'était une enquête, c'était pas une rumeur. Ah bah oui, puis c'était argumenté, il y avait des faits. Paris United avait été visé à l'époque. Moi-même, j'avais été visé par les personnes qui ont cette fameuse agence de com. Mais ça, je laisse jusqu'à la Coupe du Monde et on en parlera après. Et je vous expliquerai exactement ce qui s'est passé sur Paris United et sur mon compte à moi. On pourrait faire une émission spéciale salaire Paris United. Ce serait marrant. Parce que là, il n'y aura pas de pourcentage d'erreur, hein, ce sera 0. Donc, marrant, c'est le mot juste, toi. Non, on ne se trompera pas. Hein. C'est 0. Marge d'erreur, 0%. C'est 0. Voilà, exactement. On peut même faire un papier là-dessus. Hein. Ah bah, on peut. Ça va aller vite. Hein. Non, mais c'est pour ça que quand je vois des gens, parfois qui sont pas très gentils envers nous, alors que, honnêtement, et je l'avais déjà dit, hein, on ne gagne pas d'argent, nous, on fait ça par passion, parce que les gens aiment bien nos débriefs, mais on gagne pas d'argent. Alors, ce qui paraît sur Twitch, il y a des systèmes où les gens peuvent faire des dons. Bah, écoutez, si c'est possible, on pourra peut-être mettre ça en place. Si les gens veulent nous aider pour que j'ai un ordinateur et un micro qui marche bien, si on peut faire changer l'abonnement à Nico, on le fera. Il n'y a pas de problème, parce que Nico à Versailles, ça craint. Ça marche mieux, moi, là. Hein. Bah, tu vois, d'ailleurs, Mousse, c'est beaucoup mieux. Mousse, il y a deux petits trucs dans les commentaires. Donc, il y avait une question sur Kimpembe. J'ai oublié le nom de la personne qui a posé. Pourquoi on ne met pas Kimpembe titulaire? Parce que nous, on en a parlé déjà un peu avant aussi. On pense que, vu le temps de blessure, il ne va pas revenir sur un match de Ligue des Champions. Peut-être que si ça tourne bien, il pourra peut-être rentrer en cours de jeu. Mais on le voit plus, par exemple, démarrer contre 3 samedi. Et la deuxième truc, c'était justement par rapport au don. Il y a B4K qui dit « Bonsoir la team, vous comptez demander la certification sur Twitch, histoire qu'on puisse vous soutenir un peu. » Voilà, donc t'as ta réponse. C'est gentil, amigo. Après, je crois qu'il faut un certain nombre d'abonnés. C'est pour ça que c'est important d'en parler aussi autour de vous. Voilà, si dans vos entourages, vous avez quelques amateurs du Paris Saint-Germain, des véritables supporters ou juste des amateurs de foot, parlez-leur de notre chaîne Twitch. Il faut qu'on ait un maximum d'abonnés et c'est gentil si effectivement il y a un système de dons et évidemment ça nous permettra d'améliorer, d'avoir du matériel. Parce que voilà, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de contenu sur le PSG. C'est difficile de sortir un peu du lot. Les gens nous apprécient, on a cette chance-là, ça marche bien sur YouTube, ça commence à bien marcher. Vous étiez en moyenne 110 sur le live, là vous êtes 103 à la fin, ce qui est déjà quand même beaucoup. Donc on vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Continuez pendant les lives. Et je le répète, nous maintenant, tous les débriefs se feront en live sur la chaîne Twitch et que vous pourrez retrouver directement sur la chaîne YouTube. Donc que ce soit sur Twitch, les commentaires en live, continuez, ça nous fait plaisir. J'ai essayé aujourd'hui d'en lire un peu plus que la semaine dernière. Bon, on commence à s'habituer au live. Et puis pareil, sur YouTube, n'hésitez pas à commenter. Dès qu'on peut, Yacine et moi, et même Nico, on répond. Vas-y, Yacine, tu as un dernier… Non, mais c'était aussi dire qu'on a aussi amélioré le contenu avec, vous avez vu les images et tout, grâce au logiciel qu'on a découvert. Donc ça aussi, tu vois, on essaie d'avancer sur ce qu'on a proposé par rapport au début. Voilà, on essaie d'avancer, d'animer. Et donc, narrative, ça nous a permis de faire tout ça, voilà, d'avoir les titres sur les vidéos, d'avoir des images, de pouvoir mettre les stats. On rappelle aussi d'ailleurs Paris Stade Germain qui nous fournit les stats. Voilà, tout ça et d'animer un peu plus pour ceux qui sont justement en live Twitch, qui voient les vidéos sur YouTube. Bon, c'est quand même plus sympa d'avoir cette animation aussi, quoi. Donc voilà.
Puis il y a Mousse qui fait des installations Internet chez vous le soir pour gagner de l'argent. Donc, il vient chez vous, il règle votre box et tout, et après, ça marche super. N'hésitez pas à faire appel à ces services, quoi. Hein. Alors, deux choses. Déjà, sur Internet, la prochaine fois, je le ferai dans le salon parce que la box est en bas et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, j'étais en partage de co et ça n'a pas trop coupé, même si l'image a l'air d'être un peu, entre guillemets, dégueulasse. Mais au moins, vous m'avez entendu. Et deuxième chose, Nico, ça te concerne parce qu'il y a un très bon ami à moi qui est sur le chat. Alors, son pseudo, c'est Mbaku First. C'est d'abord un enfoiré, c'est vrai, et il dit qu'il a plein de dossiers. Et c'est vrai que pour le coup, lui a vraiment des dossiers sur moi. Donc, rentrez en contact si tu vas avoir des dossiers. Lui, il me connaît assez bien, mais on réglera ça, Djibril, beaucoup plus tard, t'inquiète pas. Djibril, mes DM sont ouverts sur Twitter. J'espère que tu as un compte. Non, il n'a pas de Twitter, c'est ça qui est bien. Eh bien, crée un compte d'urgence et viens me parler en DM. Je t'attends, mon ami. Merci Nico, hein, toujours très bon camarade Nico, hein, merci beaucoup. Nous on va se retrouver du coup mercredi pour débriefer le match sans Nicolas Puravo, et tant mieux parce qu'il sera pas là, il bosse, il a du boulot, il sera pas là, il sera pas avec nous, mais bon ce sera pas une grosse perte, rassurez-vous, vu la connexion pourrie qu'il a eu aujourd'hui, ce sera pas une très très grosse perte. Non, je rigole, on aurait aimé qu'il soit là, mais malheureusement les affaires sont les affaires. Et il a bien raison. Mais on se retrouvera avec Yacine. On aura peut-être quelqu'un qui nous parlera un peu mieux du Maccabi Haïfa qui suit cette équipe. On espère qu'il sera disponible pour ce live. Et puis, je crois que midi et demi, Yacine, à peu près. Hein, on mettra un tweet, mais c'est ça. Hein. On communiquera dessus mardi soir, mercredi matin. Mais en tout cas, ce sera dans ces heures-là, entre midi et midi et demi. Voilà. On est obligé de le faire à cette heure-là parce que c'est à l'heure à laquelle on est disponible. Malheureusement, on ne peut pas le faire directement après le match parce que Yacine est en tribune presse et il suit la conférence de presse d'après-match, donc ça serait compliqué. Après, moi, je peux le faire à 1h du matin, mais je vais être tout seul. Moi, 1h du matin, personnellement, je dors et Nicolas aussi, je crois, donc c'est un peu difficile. Il compte encore ses pièces d'or à 1h du matin parce que c'est un peu comme 1h du matin. Non, je donne à manger aux chevaux à 1h du matin. C'est normal, et après, je m'occupe des fontaines après. Tu sais, c'est compliqué, hein, mais un jour, je vous ferai un petit… Parce que moi, j'ai de la 4G ici, contrairement à Nantes. Donc, un jour, je ferai ça du parc du château au printemps. Écoute, déjà invite-nous à déjeuner à Versailles et après, on en reparlera. Allez, on va arrêter de disserter sur nos vies perso. Je tenais vraiment encore à remercier tous ceux qui étaient présents dans le live. Encore une fois, on était plus de 100 sur le live. Franchement, ça fait grave plaisir. Merci à tous, soutenez-nous, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, comme je l'ai dit, on se retrouve mercredi aux alentours de midi à l'heure du déjeuner. Donc, même pour ceux qui bossent, ils pourront voir quand même une partie du live tranquillement. Merci encore, merci Nicolas, merci malgré tout. Merci beaucoup Yass, comme d'habitude, hein, toujours fidèle au poste. Et puis, comme je vous l'ai dit, on se retrouve mercredi pour débriefer ce fantastique match Paris Saint-Germain, Maccabi Haïfa. Un dernier mot, Nico, tu veux clôturer le truc? Se faire vanner par un mec qui s'est connecté sur son Minitel pendant 1 heure, c'est juste formidable. Enfin, c'est formidable, quoi. Tu regarderas le replay. En fait, on voit ta tête, puis en dessous, il n'y a plus de corps, tellement c'est pixelisé. Mais après ça, je me fais vanner. Je me fais vanner. Okay. Là-dessus, Nico, mea culpa, tu as tout à fait raison. Et je vais faire en sorte mercredi que ce soit un peu mieux en termes d'image. Voilà. Grosse blague de vieux. Merci à tous et on se dit à mercredi. Oui, Yacine, pardon. Grosse blague de vieux Minitel quand même. Oui, tu sais, nous, voilà. Tu sais comment. Juste pour finir, tout à l'heure, quand tu as parlé d'Auxerre et de Cocard et de je ne sais plus quel autre joueur, Bayrua, tu as un gars qui a dit: ah ouais, c'est une chaîne de boomers. Là, entre nous trois, on est presque à 150 ans d'âge, hein, quand même. Donc voilà. Merci en tout cas, merci de nous avoir suivis et je vous dis à mercredi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.